Bienvenue dans We Love Mobility, le premier podcast dédié aux tendances de la mobilité internationale et de la gestion des talents. Chaque premier lundi du mois, je reçois un invité avec qui on va discuter des tendances et du futur de la mobilité internationale, du recrutement et de la gestion des talents étrangers. Moi, c'est Caroline Treuillard, directrice générale du groupe Mobility Compliance, acteur incontournable de la mobilité internationale dans laquelle j'évolue depuis presque 20 ans. Retrouvez-nous sur LinkedIn et Instagram pour suivre l'actualité du podcast et interagir avec nous. Au programme de cet épisode, découvrez le parcours hyper atypique de Anne qui nous parle de la façon dont elle a créé sa carrière, toujours plus attirée par les coups de cœur que par les plans de carrière. Sa vision de l'évolution de la fonction RH vers toujours plus d'individualisation et d'accompagnement des collaborateurs, et le fait que la fonction RH doive davantage être valorisée en entreprise. Salut Anne! Bonjour Caro. Trop contente de t'accueillir dans ce nouvel épisode de We Love Mobility. Alors, on se connaît depuis une dizaine d'années toutes les deux, mais pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu peux te présenter? Oui, volontiers. Déjà, merci de me recevoir sur ce podcast. Je suis une zappeuse de la RH, on va dire, parce que j'ai évolué dans plein de secteurs d'activité différents. C'était la promotion immobilière, un bureau d'études, un cabinet de conseil en stratégie, en passant par la grande distribution. Et voilà, et aujourd'hui, je travaille dans une petite organisation de la tech à l'international. Et à côté de ça, je suis en train de monter une start-up avec un ami. Et je fais aussi des missions de jury professionnel, d'accompagnante de mémoire professionnelle. Et je donne des cours, en particulier en Comp & Ben, en paye et en management, puisque c'est à l'occasion d'une formation en management qu'on s'est connus, Caro et moi. Absolument. Alors, est-ce que tu peux reprendre assez brièvement toutes les expériences que tu as eues, parce que finalement, tu as commencé salarié, à un moment donné, tu as créé ta boîte, et puis tu as intégré des grands groupes aussi. Oui, évidemment. J'ai commencé pendant une vingtaine d'années, j'étais salariée et j'étais en province. Et suite à la naissance de mon fils, je m'ennuyais tellement là-bas, je me suis dit, bon, je vais partir faire fortune à Paris. D'abord, je suis allée dans un groupe international de conseil en stratégie avec un job très intéressant de responsable RH, un périmètre de 300 personnes. À la suite de quoi, j'ai complètement changé et suite à des difficultés personnelles, clairement, il fallait que j'accompagne ma mère en fin de vie. Je suis partie de ce cabinet, j'ai créé ma structure parce que pour moi, il n'était pas possible d'être juste chômeuse, je voulais pas ça. Et donc voilà, j'ai créé ma structure, j'ai commencé à faire un peu de RH de transition, comme on dit, c'est-à-dire être dans des petites entreprises où il n'y a pas la fonction en interne, mais il y a néanmoins des besoins. Et j'ai également fait de la formation, donc en management où j'ai rencontré Caro et dans d'autres domaines également. C'était une période de ma vie bousculée d'un point de vue personnel, mais hyper riche d'un point de vue professionnel. Et ensuite, 2 ou 3 ans plus tard, j'ai été chassée par la société Claire's, les petits bijoux fantasy. Et c'était un coup de cœur pour moi parce que c'était l'occasion d'exercer mon métier avec la langue néerlandaise que j'avais jamais pratiquée de façon professionnelle, alors même que c'est ma langue maternelle au premier sens du terme. Et donc, je suis restée 5 ans chez Claire's. Et ensuite, j'ai eu exactement le même poste chez JD Sport, toujours dans la grande distribution, grosse entreprise aussi. Là, j'avais un périmètre de 500 salariés, je crois, à peu près. Et puis, ça s'est arrêté pour plein de raisons. Et là, actuellement, donc, j'ai été chassée par l'organisation où je suis actuellement. Et c'était très drôle parce qu'ils m'ont sollicité en me disant « Vous êtes RH, vous parlez le néerlandais, ça nous intéresse ». Et finalement, ils m'ont positionné sur la Chine et la France. Bon, c'est pas grave, depuis j'ai récupéré le marché néerlandais, mais c'était quand même assez cocasse. Voilà. Et du coup, le fil conducteur un peu dans toutes ces expériences-là, c'est l'international. C'est l'international, absolument. Et puis quand même un petit peu les coups de cœur. Moi, je prends une décision en 5 minutes, j'ai aucun plan de carrière, jamais eu. Mon fil conducteur, c'est quand même ma vie perso qui passe avant tout le reste. Et puis, bien m'amuser, quoi. Dès que je commence à m'ennuyer, il faut que je parte. J'adore. C'est un super concept. Est-ce qu'on peut revenir sur le poste que tu as pris chez JD Sport au moment où c'était le Covid ? Oui.
Hein, je pense que tu m'avais dit que tu avais pris le poste quelques semaines avant. Drôle. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a changé et du coup comment tu as réussi à prendre ton poste en plein Covid? Alors déjà, c'était drôle parce qu'on a négocié un petit peu avant le début du Covid. On était loin de se douter de tout ce qui allait se passer. Et je me rappelle avoir discuté pendant des heures ou pas loin avec la DRH qui me disait « il faudrait que tu sois en Belgique 2 à 3 jours par semaine ». Et moi, je lui disais « non, moi je serai en Belgique 1 jour par semaine, c'est bien suffisant ». Bilan, 3 semaines après mon embauche, le Covid est arrivé, donc j'ai bossé que depuis chez moi. Je ne suis jamais allée en Belgique. Et ce qui est très étonnant, c'est que j'ai établi des relations avec tous les magasins. J'étais en charge d'une 30aine de magasins. Ils ont pas mal de magasins en Belgique, chez des sports. Et les relations étaient exactement les mêmes que si j'avais été sur place toutes les semaines. J'avais des rapports personnels avec tous les responsables de magasins et même les vendeurs qui travaillaient au sein des magasins. Donc finalement, je me suis rendu compte que j'ai fait les RH à distance dans le domaine du retail sans que ça pose le moindre problème. C'est très fort ça. Ouais. Et aujourd'hui, je m'en sers beaucoup parce que des fois, il y a un peu des tendances dans mon entreprise et dans d'autres à dire ouais, le télétravail, ça a des limites. Ça a les limites qu'on veut soi-même se mettre, pour moi. Voilà. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire ce que t'a apporté ton job de freelance concrètement? Tu parlais de notion d'impact quand on a préparé cet entretien. Est-ce que tu peux nous expliquer? Quand on est salarié, on est quand même, on est payé par un employeur et surtout quand on est en RH, on est un petit peu coincé entre la direction et les salariés. Et j'ai un peu tendance à dire, c'est pas très joli, mais l'image est assez bien vue. J'ai un peu tendance à penser qu'on est un peu le passe-plat en tant que RH, c'est-à-dire qu'on apporte plutôt les mauvaises nouvelles et les bonnes nouvelles, c'est plutôt la direction qui va les apporter. Et entre-temps, on fait un petit peu le boulot de nettoyage au passage. Il n'y a pas que ça, mais il y a ça aussi beaucoup. Quand on est freelance, on choisit ses missions. Enfin, en tout cas, moi, j'ai eu de la chance de toujours pouvoir choisir mes missions, d'en refuser quand je pensais qu'elles n'étaient pas éthiques. Et je pense à un exemple très précis. Et tu fais du bon boulot, on te sollicite. Tu fais du mauvais boulot, tu n'as à t'en prendre qu'à toi-même. Alors qu'en entreprise, en tout cas sur ce poste de RH, on déploie la stratégie pensée par des directions. Et qui n'est pas forcément ce que moi j'aurais peut-être choisi de faire, d'autant que je suis quand même très proche des collaborateurs. Et moi, à mon fort intérieur, quand on me demande de faire quelque chose alors que je sais que les gens ils vont mal l'accueillir, je me sens pas très bien et j'ai l'impression de trahir un peu le personnel. Donc c'est le freelance, ça m'a donné cette joie de yes, t'as réussi, on te ressollicite ou tant pis, ma cocotin, t'avais qu'à mieux te débrouiller. Et on va parler de l'évolution de la fonction RH. C'est quoi, toi, ta vision de l'évolution de la fonction RH? Alors, on parle beaucoup que la fonction RH est en pleine mouvance, pleine transformation. C'est quoi ton point de vue à toi là-dessus? Déjà, j'ai envie de dire, depuis 40 ans, ça a tellement changé que c'est même pas nouveau, quoi. Hein. La fonction n'a cessé de se transformer depuis 40 ans. Mais surtout, moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment les moyens de se concentrer que sur la relation humaine. On peut faire beaucoup de choses avec l'IA, on peut faire beaucoup de choses avec des ATS et compagnie, des logiciels, des SIRH. C'est plus la peine de s'ennuyer sur des tâches à faible valeur ajoutée. Il faut être là, il faut être la courroie de transmission, il faut identifier les signaux faibles chez chaque collaborateur. Et c'est à ce prix-là que, éventuellement, on arrivera à contribuer à la performance de l'entreprise parce qu'on aura fait en sorte que les collaborateurs soient entendus, soient écoutés, soient compris. Et voilà, pour moi, c'est de plus en plus de l'individualisation. Et probablement un DRH qui, lui, est sur la strate à fond. Et à côté de ça, éventuellement quelqu'un qui est freelance, qui n'est pas forcément complètement partie prenante à l'intérieur, mais qui va gagner la confiance des collaborateurs justement parce qu'il n'est pas exactement positionné comme un salarié ordinaire. Et je pense que ça pourrait être une bonne piste pour pas mal d'entreprises. Ça serait ça finalement la solution par rapport au positionnement RH qui est toujours un peu coincé entre la direction et les collaborateurs? Ouais, enfin, on va quand même nuancer le propos parce que le risque c'est aussi de pas être suffisamment proche du fait que on n'est peut-être pas forcément tout le temps là ou on est quand même indirectement payé par l'employeur.
Donc c'est quand même à nuancer, et c'est quand même à tester aussi. Je pense qu'il y a peut-être pas qu'une seule formule. Dans les grands groupes, ça me paraît compliqué, mais dans tout ce qui est PME, TPE, il me semble que c'est peut-être quelque chose à creuser pour les années à venir. Ouais. Dans tous les cas, il faut aller vers plus d'individualisation et plus d'accompagnement des collaborateurs et automatiser tout ce qui peut être automatisé sur les contrats, les ATS. Mais surtout que finalement, ça coûtera beaucoup moins cher. Et tout être humain a envie de contribuer. On en parlait tout à l'heure à propos de ma carrière, mais plus on contribue en sachant que c'est parce que ça peut pas être substituable par autre chose, plus c'est puissant pour le collaborateur de savoir qu'il est vraiment indispensable. Enfin, en tout cas, que son poste est indispensable. C'est vachement valorisant, donc il me semble. Complètement. La fonction RH a-t-elle encore sa place en entreprise? Selon toi? Oui. Elle aura toujours sa place. Ou alors, ça veut dire qu'on n'aura que des robots dans les entreprises. C'est pas du tout ce qui est souhaitable. Et puis, oui, tant qu'il y aura des humains en entreprise, la fonction est non seulement à sa place, mais devra prendre plus de place parce que c'est quand même encore la fonction dans les codires, etc., qui est sur le strapontin. Et il faut la remettre sur les mêmes fauteuils que les autres membres du codir. Et tu as des solutions pour arriver à ça? Faire de la pédagogie, faire ses preuves quand même, prendre un chantier, le mener à terme et dire voilà ce que j'ai fait, qu'est-ce que vous en pensez? Là aussi, chaque entreprise est unique et chaque RH est différent et il faut que chaque entreprise trouve sa formule RH la mieux adaptée. Mais partant de là, il faut que la fonction RH ait toute sa légitimité. Sinon, ça va être vite bloqué par des enjeux politiques souvent, mais pas que, qui feront qu'on n'obtiendra pas exactement la pleine mesure des collaborateurs, tout simplement. Ouais. C'est ce que je pense, moi, de mon métier. Ok, hyper intéressant. Est-ce que tu conseillerais la fonction RH à un jeune diplômé? J'enseigne dans une école où j'en vois 300 par an, donc je vais peut-être pas dire non plus tout de suite. Je pense que... Alors, moi, je suis pas quelqu'un qui conseille, mais je pense que si la personne a envie de le faire, il faut qu'elle y aille. Après, elle verra par elle-même ce qui lui semble bien, ce qui lui semble moins bien, ce qui lui correspond, ce qui lui correspond pas. Mais j'ai pas du tout envie de dire non, il faut pas conseiller. Bien sûr, il faut. Si la personne sent qu'elle a envie d'y aller, il faut qu'elle y aille. De toute façon, moi, je pense que dans la vie, il faut prendre des risques. Et sinon, ça vaut pas le coup. Je suis d'accord. Ouais. Et du coup, si c'était à refaire, tu le referais? Je ferais exactement la même chose. Aucun regret. Oui. Alors, la fonction RH du futur en 3 mots, Anne. Collaborative, bienveillante et exigeante. Très bien. Et pour conclure, Anne, est-ce qu'il y a des personnes qui ont marqué ton parcours et à qui tu as envie de dire merci aujourd'hui? Alors, la première personne, c'est Michel Vérac, c'est mon premier patron qui m'a fait confiance complètement, parce que moi, j'ai débarqué là dans son entreprise, je savais rien faire, clairement, comme tout premier job qu'on prend. Il vit toujours, et je suis toujours en contact avec lui. Je considère que c'est mon Pygmalion et c'est pas si fréquent de regarder le contact avec son premier patron au fil du temps. Donc merci à lui. La deuxième personne, ça va vous faire sourire, mais c'est Sophie Sureau, mais pas pour les projets qu'on a fait dernièrement, mais parce qu'elle a eu l'audace de me confier les clés d'une formation en paye pour ses élèves, alors qu'elle ne me connaissait pas du tout, qu'elle connaissait pas du tout ma qualité de travail, que je suis arrivée comme ça, coucou, c'est moi, je vais vous faire la formation. Donc merci à elle, parce que elle m'a lancée quand même dans justement dans la pédagogie, dans la formation RH. Donc, Et Sophie, pour rappel, c'est une personne qu'on a accueillie dans le podcast l'année dernière. Et la troisième personne, c'est j'ai une admiration sans borne pour une jeune femme qui s'appelle Léa Moukanas, qui est une source d'inspiration. Elle a 40 ans de moins que moi, mais qui est pour moi une source d'inspiration. Elle a créé une association qui s'appelle Aïda. Elle a créé ça à 15 ans. Elle n'avait même pas le droit juridiquement de créer une association, elle s'est débrouillée en faisant un faux. Bon. Cette association, qui comporte aujourd'hui plus de 2500 bénévoles et qui a plus de 100 partenariats avec des hôpitaux, s'occupe pour les jeunes de 15 à 25 ans de les accompagner quand ils sont hospitalisés pour des maladies très graves, en d'autres termes pour des cancers,
les accompagner quand ils vont mieux ou quand ils sont guéris pour qu'ils puissent se projeter dans l'avenir et faire de la prévention sur le cancer et les maladies graves. Donc Léa, aujourd'hui, elle a 25 ans et quel exemple quoi pour une RH de voir que la petite jeunette qui a juste remarqué en allant voir sa grand-mère à l'hôpital qu'il y avait des jeunes qui étaient un peu laissés livrés à eux-mêmes et qui n'avaient pas leurs besoins du tout adressés, a créé ça, a frappé à toutes les portes, a réussi à fédérer autour d'elle 2500 bénévoles, et tout ça avant ses 25 ans. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Je veux être utile ». Léa Moukanas, je recommande. Pour moi, c'est bizarre parce que c'est presque inversé, mais pour moi, c'est un rôle modèle. Donc, je voulais lui rendre hommage. Très bien. Merci pour ton témoignage, Anne. Pour conclure, d'après toi, l'enjeu de la fonction RH, c'est de trouver sa place et de trouver l'équilibre entre la direction et les collaborateurs. Tu as foi en la fonction RH qui doit être valorisée et continuer d'évoluer, d'accompagner les collaborateurs et prendre un rôle encore plus central. Enfin, tu conseilles volontiers aux petites boîtes de recourir à une DRH externalisée qui n'est donc pas salariée de l'entreprise et qui a de ce fait un positionnement différent. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous pour cet épisode. C'était un plaisir de préparer avec toi. Merci à vous deux. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. D'ici là, n'hésitez pas à partager le podcast avec quelqu'un qui pourrait être intéressé.